بارك الله فيكم الأستاذة الفاضلة مسيرة الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers collègues, chers doctorants, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après votre permission, j'aimerais bien tout d'abord remercier le forum des économistes du ministère de l'économie et des finances, et en particulier M. Tmel Moudden et son équipe. Je voudrais également présenter mes félicitations aux collègues de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Ibn Tufayl Kenitra, en particulier à l'équipe d'organisation pour la qualité de l'organisation de cet événement scientifique. Ensuite, donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule Taqim al-siyasat al-jibaiya wa atharuha ala al-iqtisad al-watani. En principe, اسمحوا لي أنني أتكلم بالفرنسية. En principe, nous avions préparé, je pense que c'est pour la première fois au Maroc, une évaluation avec une équipe de doctorants, une évaluation quantitative de l'ensemble des mesures fiscales qui relèvent de la politique fiscale structurelle, c'est-à-dire une évaluation des dépenses fiscales sur l'économie marocaine. Mais étant donné que je suis le dernier à présenter, et pour ne pas sortir un petit peu du cadre qui a été donc déjà tracé depuis le début de cette conférence, donc je vais essayer un petit peu d'axer mon intervention sur des aspects beaucoup plus académiques, pour revenir un petit peu au cadre général de la politique fiscale, les aspects macroéconomiques de la politique fiscale, ses enjeux, mais également les limites. On peut aussi ouvrir le débat sur les limites de cette politique fiscale, ou bien de ces politiques fiscales menées au Maroc. Et je commencerai par lancer quelques constats préliminaires sur la politique fiscale. Je commence par la définition de la politique fiscale. Alors la politique fiscale, c'est des choix. C'est des choix qui sont effectués par les pouvoirs publics. Et donc c'est des choix qui fixent un ensemble qui se basent sur un ensemble de normes fiscales, de règles juridiques, fiscales, de nature juridique, et qui caractérisent notre système fiscal marocain. Et donc le premier constat aujourd'hui, c'est ce que la tendance est vers ce qu'on appelle la gouvernance fiscale. C'est-à-dire que la gouvernance fiscale a tendance à remplacer le concept de la politique fiscale. Alors quelle est la caractéristique principale du concept de la gouvernance fiscale? Alors la gouvernance fiscale, c'est un concept qui se base sur une logique d'évaluation de l'ensemble des choix menés par les pouvoirs publics dans le domaine fiscal. On parle de plus en plus de l'efficience de notre système fiscal marocain et de l'efficience dans toute, si vous voulez, toute la chaîne du système fiscal, de la production des normes fiscales jusqu'au recouvrement des créances fiscales, en passant par le service de l'assiette. Donc ce qui est exigé, c'est d'être performant, de très efficient dans l'ensemble des maillons, si vous voulez, de la chaîne concernant le système fiscal marocain. Et si je prends un exemple, par exemple, la question du recouvrement. Vous savez, le problème de recouvrement est de taille au Maroc. Donc, Allah sait le volume et la taille de ce reste à recouvrer, des recettes qui ne sont pas recouvrables au Maroc. Alors,
l'activité du recouvrement fiscal nous pousse à réfléchir un petit peu sur l'efficience, sur comment augmenter l'efficience de l'activité du recouvrement des créances fiscales, en s'ouvrant sur des expériences extérieures. Alors, si on étudie l'expérience canadienne, ils sont dans cette logique de recouvrement par des agences privées. Donc, ce n'est plus les cadres de l'administration fiscale, ou bien, si on parle des créances fiscales, ou bien les cadres de la Trésorerie générale du Royaume qui s'occupent de l'activité de recouvrement, mais de plus en plus des agences privées qui vont être rémunérées sur la base de leur efficience de recouvrement. Et je ferme cette parenthèse, ça c'est le premier constat. Deuxième constat, quand on parle de la politique fiscale, il y a deux conceptions différentes. Il y a la conception classique depuis Gaston Jez, début du 19e siècle, début du 20e siècle, fin du 19e siècle, qui dit que, la conception classique, il dit qu'il y a des charges publiques, donc il faut les couvrir, et l'impôt, l'instrument fiscal, ne peut jouer qu'un rôle financier. Le rôle de l'impôt, c'est exclusivement un rôle financier. Après, il y a une autre conception keynésienne qui donne plus de poids à l'État. C'est-à-dire que l'État consacre une vision beaucoup plus interventionniste par le biais de la politique budgétaire et monétaire. C'est-à-dire par notamment l'impôt, certes, mais par les dépenses d'investissement, les dépenses publiques d'investissement. Et donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, même ces idées keynésiennes, ils sont actuellement fortement combattus. Et on peut discuter ça au niveau du débat. Alors la conclusion, l'instrument fiscal, tel qu'il est mené par les pouvoirs publics, tel qu'il est appliqué, il produit des conséquences, des effets sur l'économie, sur la société. Le troisième constat, et on le sait tous, c'est que l'impôt, il est fortement critiqué. Il n'y a que peu de personnes qui acceptent de payer l'impôt. Il est critiqué en permanence. Et ça me rappelle un petit peu les propos de Debré, Michel Debré, en s'intéressant au cas de la France, disait, en 1960, disait que la France est un pays de 100 millions d'habitants, 50 millions attendent tout de l'État, et le reste, 50 millions, refusent de payer l'impôt. Et donc, la politique fiscale telle qu'elle est appliquée aujourd'hui est une politique menée faite de beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions, parce que, d'une part, on demande à tout le monde de participer à l'impôt, participer au financement des charges publiques, et en même temps, notre système fiscal, c'est un système fiscal dérogatoire. On donne des dérogations et on offre des cadeaux à certains, et ces cadeaux sont parfois des cadeaux injustifiés et sans aucune étude préalable, comme a été dit par mon professeur collègue. Alors, l'autre stade de ma communication va porter un petit peu sur quelques enjeux de cette politique fiscale. Alors, le premier enjeu, c'est que si on s'intéresse à la politique fiscale structurelle, aux aspects structurels du système fiscal, c'est quelque chose qui ne fait pas la caractéristique de notre système fiscal marocain. C'est quelque chose qui est appliqué par presque 98% des pays du monde.
C'est quelque chose, c'est pas notre, les systèmes dérogatoires, c'est pas quelque chose qui est propre à notre pays. Tous les pays appliquent les systèmes dérogatoires, mais ceci dit, le degré d'interventionnisme, il un petit peu diffère suivant les niveaux de développement des pays. D'une part, si on s'intéresse aux pays développés, les systèmes dérogatoires, c'est des systèmes consacrés plus vers les secteurs économiques productifs. Par contre, quand on est dans une logique de pays moins avancés, en développement, et la réalité nous montre ça, les systèmes dérogatoires et les cadeaux sont offerts beaucoup plus au secteur rancier et moins productif. Et je peux vous donner quelques exemples en analysant le système dérogatoire. J'ai des exemples concrets. Le deuxième enjeu, c'est que aujourd'hui, il y a une diversité, si j'ose dire, une prolifération des techniques de cette politique fiscale. La politique fiscale se base sur un ensemble de techniques qui sont nombreuses et diversifiées. Et ces techniques-là, en tant que chercheur qui s'intéresse à ce domaine, sans citer les investisseurs et les autres contribuables, cette question de prolifération crée une certaine instabilité, une certaine, si vous voulez, zizanie dans l'esprit des contribuables, mais également des chercheurs dans le domaine de la fiscalité. Alors, les techniques, donc, elles sont nombreuses. Je citerai les exonérations, les réductions d'impôts, les exonérations permanentes, provisoires, avec des abattements, des déductions fiscales, des reports d'impôts, des diminutions de taux, des augmentations de taux, parfois l'abattement. Le CED a parlé de l'abattement de 40%. Quand on a l'abattement de 40%, l'abattement de 40%, d'accord? Augmenter la cotisation minimale au taux, diminuer la cotisation. C'est de la zizanie, c'est un petit peu de l'instabilité. Et je reviendrai sur quelque chose de très important dans la conclusion. L'autre élément, et ça c'est pour les étudiants, quand on parle de la politique fiscale, il y a deux types de politique fiscale. Il y a la politique conjoncturelle, qui peut s'effectuer, c'est-à-dire des dispositions, des mesures qui peuvent être de relance ou de rigueur, dépendamment du contexte, de la conjoncture économique. Quand on est en situation d'euphorie, l'application de l'instrument fiscal il est différent à une autre logique, là où il y a la crise, comme aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, le Covid et ses effets ultérieurs, etc., etc. Alors, dans une situation de croissance forte, on applique une politique de rigueur qui se base sur plus d'impôts, c'est-à-dire faire payer plus d'impôts. Et vous savez que beaucoup d'impôts tuent l'impôt, selon la courbe de l'affaire, hein, le taux d'impôt optimal. Bref. Et donc, alors quel est l'effet de l'augmentation des impôts? L'effet de l'augmentation des impôts ne font que diminuer les dépenses. Alors qu'il n'y avait pas cet enjeu-là. D'accord? Et donc l'État, quand il augmente les impôts, il vise à augmenter les recettes fiscales et parfois de conséquence le surplus réalisé en matière de ces recettes fiscales, il est utilisé pour stabiliser l'activité économique. Ça c'est le premier aspect de la politique fiscale conjoncturelle. Le deuxième, ça concerne la relance économique. C'est le cas actuellement. C'est les mesures fiscales de cette période de 2020 jusqu'à aujourd'hui, 2020, 2021, 2022 et 2023. Et l'action du gouvernement, il est
c'est une action inversée par rapport à la situation d'euphorie et de croissance forte. Et en situation de crise, comme aujourd'hui, l'action du gouvernement, c'est la diminution des impôts. Et quand on diminue les impôts, vous savez les effets sur l'économie, à savoir les entreprises. Quel est l'effet sur les entreprises? Les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent, ils créent des emplois, ils créent des revenus. Et comme ça, on peut favoriser la croissance économique. Alors, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça concerne la politique structurelle. Alors là, ce point-là, ça va me renvoyer aux dépenses fiscales. Quand on parle de la politique structurelle, il repose sur les régimes dérogatoires, sur les dépenses fiscales. Et donc, une politique structurelle vise à modifier les comportements des agents économiques. Comportements en matière d'investissement, en matière de consommation, en matière de production, etc., etc. Et en étudiant le système, je vais maintenant m'intéresser au cas du système fiscal marocain. Si vous lisez le Code général des impôts, vous allez trouver qu'il y a plusieurs domaines d'intervention. Économique, social, environnemental, culturel, sportif, et j'en passe. Et dans chaque domaine, il y a des mesures fiscales qui sont prévues pour favoriser ces secteurs-là. Alors, je cite quelques exemples. Quand on parle des aspects économiques, de l'intervention économique, c'est une politique qui vise à introduire le système fiscal, l'instrument fiscal pour agir sur l'épargne, par exemple. L'instrument fiscal peut favoriser l'épargne. L'instrument fiscal peut favoriser l'investissement, peut bloquer la consommation de luxe. L'instrument fiscal peut jouer aussi un rôle dans l'incitation des investisseurs à s'implanter. Mais ça, c'est discutable. Dans le domaine social, il y a plusieurs dispositions qui sont prévues par le Code général des impôts en vue de réduire les inégalités sociales, les inégalités de revenus, par exemple. Et là, je citerai quelques exemples. Le système fiscal, il peut exonérer les bas revenus. Vous avez dans le barème de l'IR les revenus sont inférieurs à 3 000 dirhams. 3 000 dirhams. 3 000. 30 000 dirhams annuels. Voilà, la tranche jusqu'à 30 000, c'est exonéré. Donc ça, c'est des mesures qui concernent les aspects sociaux. Il y a aussi la déduction des charges de famille et les abattements pour frais professionnels, etc. S'agissant de l'environnement, par exemple, le système fiscal, à travers le Code général des impôts, peut agir pour l'incitation des pratiques qui sont favorables à l'environnement, comme il peut aussi prévoir certaines mesures, certaines dispositions pour déprimer les activités qui sont nuisibles à l'environnement. Dans le système fiscal marocain, il y a également plusieurs dispositions qui sont dédiées à la promotion de la culture et aussi à la promotion du sport, étant donné que c'est la mode aujourd'hui, le sport. Et donc, je citerai quelques exemples par rapport à la culture. Alors, si vous êtes artiste, vous allez bénéficier d'une déduction des frais inhérents à la fonction, les frais professionnels, de 35%. Donc, si vous êtes artiste, vous allez bénéficier de 35% d'abattement pour frais professionnels.
Si vous êtes professeur, vous allez bénéficier de combien 20%. Je t'ai déjà dit, artiste, hein 25%. Voilà, très bien. Il faut changer de métier peut-être. Bref. Alors, d'accord, donc je vais essayer de passer aux limites, hein, parce que c'est un point qui peut peut-être susciter plus de débats, c'est les limites de la politique fiscale. Alors, le premier point concerne les engagements, c'est-à-dire même si on veut réformer, même si on veut faire la réforme, même s'il y a la volonté, donc le Maroc, comme vous le savez, il est coincé, si j'ose dire. Il a des engagements internationaux, en particulier dans le cadre de la convention multilatérale BEPS, qui s'appelle BEPS, sous l'égide de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Et le Maroc aussi a signé des conventions fiscales internationales avec plusieurs pays. Et même le Maroc, un autre point très important, le Maroc il a des accords préalables avec les entreprises, les grandes entreprises industrielles. Je cite l'exemple de Renault. Donc tous ces engagements-là limitent de plus en plus la liberté du gouvernement marocain dans le domaine de la politique fiscale. Même si on a la volonté, même si on veut faire, mais on ne peut pas faire parce qu'on est coincé. Deuxième point, le système fiscal souffre de l'instabilité, de la complexité, d'une tendance à la dégradation de la qualité des normes fiscales. Et donc là, j'insisterai sur deux points pour conclure. De la conclusion. Alors pour conclure, j'insiste sur le premier point. Il est essentiel. C'est très important. Il est essentiel de travailler sur un chantier qui s'appelle la fiscalité régionale. La fiscalité régionale. Et moi, j'ai étudié quelques expériences concernant le fédéralisme fiscal. Il y a l'expérience russe, l'expérience allemande et d'autres qui insistent sur la question de la stabilité du système fiscal. Et dans le système fiscal russe, il y a ce qu'on appelle l'investisseur étranger, il exige la clause, une clause de garantie, une clause qui dit les privilèges, ils ne vont pas changer dans le temps. Parce que avec l'état actuel des choses, un investisseur, il n'est pas confiant du système fiscal. C'est parce qu'il est instable. Et je n'ai pas besoin de vous citer le nombre. Le Sadar Tlaqana Bni Mellal, à chaque fois, moi en tant qu'enseignant de fiscalité, j'ai du mal à suivre cette tendance. Et c'est un amendement du système fiscal. Chaque année, peut-être, selon les données qui existent, entre 10 et 15% des articles changent. Et donc, l'investisseur, quelqu'un qui est intéressé par investir au Maroc, s'il n'a pas de clause de garantie qui vont garantir la stabilité, les avantages qu'il percevra en investissant son argent, son capital au Maroc, il ne va pas décider d'investir. Et je termine par un deuxième point. Je l'ai dit tout à l'heure, le reste à recouvrer, il est inquiétant. Le nombre des affaires du contentieux fiscal ne cesse d'augmenter. Et donc je pense que pour éviter ces malentendus, pour éviter les réclamations,
il faut une participation des citoyens à la décision fiscale pour essayer de légitimer l'impôt. C'est un charco qui a l'impôt, c'est un charco في les normes fiscales, pour la production, pour la conception des normes fiscales, pour faire en sorte que le contribuable soit un contribuable de plus en plus citoyen. Et je vous remercie, Madame la Présidente.